J'ai pas forcément cherché à la convaincre, j'ai juste dit bah voilà ce que j'ai envie de faire et que ça collait parfaitement le fait qu'elle soit là et puis bah elle a accepté quoi. Après préparation quoi. Enfin, tu vois c'est le nerf de la guerre en fait. Mais aujourd'hui j'arrive à un moment où en fait il y a eu un petit trop plein. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Eh mais en fait c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast Molly ? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu ? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense, jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent ? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média ? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment ? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument ? Et la monétisation dans tout ça ? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Hello, bienvenue sur Antipop. On commence la saison 4 en grande pompe. C'est le pompon. Ah, trop drôle. La meuf, ça fait 10 secondes, elle a déjà fait 2 blagues. Avec Théo Robache du podcast Le Pompon. Maintenant, vous comprenez ma blague. Je suis très contente de le rencontrer virtuellement. Je l'ai déjà vu une fois en vrai puisque j'ai eu la chance d'être invitée au festival Bordeaux Fête le podcast où Théo et son équipe m'avaient invité à monter sur scène pour parler de communauté. Alors là, Théo, il courait dans tous les sens et là, je suis très contente et bien qu'on puisse avoir cette conversation tous les deux. Théo, ton podcast s'appelle donc Le Pompon. C'est un podcast qui va mettre en avant tout type de profils qui ont, je dirais, 2 points communs. Le premier, c'est de se trouver en Nouvelle-Aquitaine. Et la deuxième, c'est de se dire, eh ben oui, c'est possible. Et si c'était possible, c'est des personnalités qui sont entreprenantes et qui ont mis de la créativité, un peu d'audace dans leur vie. Voilà comment je décrirais le panel des quasi 150 invités que tu as invités du coup à ton micro. Est-ce que tu as envie de compléter cette présentation de ton podcast Le Pompon ? Mais non, mais déjà, je vais te dire bonjour, parce que je t'ai pas encore dit bonjour sur ton podcast quand même. La meuf, elle a fait un tunnel. Je me suis dit, je vais quand même te laisser terminer, parce que c'est ton podcast, donc pour une fois, je vais me laisser porter. Mais je te dis quand même bonjour, Anne-Claire. Et donc, honoré d'être le premier épisode de cette 4e saison, et déjà bravo, parce que je sais à quel point avoir un podcast et le maintenir dans la durée, ça en demande beaucoup. Quelques trucs à ajouter. Non, bah, au moment où on enregistre, je sors le 145e épisode. Mais j'ai fait une vingtaine d'épisodes jeunes pousses. Donc, en fait, on a dépassé les 160 épisodes avec le podcast lancé en février 2020. Et la particularité sur les derniers, c'est que je suis un peu sorti de Nouvelle-Aquitaine et j'ai reçu des gens un peu d'ailleurs pour me concentrer sur des sujets et non pas que forcément sur des parcours de vie. Et je pense qu'on y reviendra peut-être. Oui, tu as décidé de concentrer donc les invités de ton podcast dans une région qui est locale. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette délimitation géographique et qu'est-ce que ça t'empêche d'atteindre aussi ? Pas mal. Écoute, ouais, j'ai lancé le Pompon en février 2020. Je vais reprendre un tout petit peu l'historique parce que ça répondra en partie à ta question. C'était moi à ce moment-là, j'étais pilote de drone, donc j'étais entrepreneur. Ça fait 7 ans que j'entreprends et en fait donc j'ai rencontré beaucoup de monde parce que je connaissais juste un couple d'amis qui étaient salariés sur Bordeaux, donc pour faire du réseau c'était pas l'idéal. Et en fait j'ai rencontré beaucoup de personnes et je me suis dit waouh, l'écosystème ici il est riche, les personnes que je côtoie ont des parcours vraiment stylés. Et je me dis bah pourquoi pas en créer un podcast parce qu'à ce moment-là j'écoutais beaucoup de podcasts. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, en faisant ça, ça m'a permis de, à la fois connaître l'écosystème local et en même temps me faire connaître dans l'écosystème local.
Et c'était aussi un point de différenciation, c'est-à-dire que des podcasts sur des parcours de vie dans l'entrepreneuriat, bon, j'ai rien inventé d'hyper nouveau. Je me suis pas mal inspiré de Génération Do It Yourself là-dessus, de Mathieu Stéphanie. Mais je me suis dit voilà, moi ma différenciation, c'est de faire ça en ultra local, commencer par Bordeaux, après faire Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça a été le gros avantage d'être l'un des premiers, en tout cas, à en parler, de faire ça de manière locale ici. Donc ça m'a ouvert plein de portes derrière. Ce qui m'a bloqué un peu à un moment donné, c'est de me dire, bah voilà, j'ai des profils hyper stylés qu'il y a ailleurs, que ce soit, partout en France, en tout cas hors Nouvelle-Aquitaine, pas que Paris, mais un peu partout. Et donc me dire, ah ouais, ton parcours est trop cool, ça pourrait faire un bel échange, mais t'es pas du Sud-Ouest, donc je peux pas. Donc pendant longtemps, je me suis un peu limité, en tout cas, à la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, comme je disais, ça a un peu changé sur les derniers épisodes. Comment est-ce que tu présentes cette évolution de ta ligne édito à tes auditeurs et tes auditrices? Mais moi, je dis un peu ce que je pense et comment je le vis aussi, c'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, sur la fin de la dernière saison, mais tu vois, je saurais même plus te dire laquelle c'est, quel numéro, en tout cas sur avant l'été 2024, les derniers épisodes, moi, j'en avais un peu marre de faire que du chronologique, c'est-à-dire que moi, mes épisodes commencent par tous les faire quoi quand t'étais petit, après ado, études, premier job, deuxième job, troisième job, qu'est-ce que tu fais maintenant? Enfin voilà, au bout d'un moment, ça me saoulait un petit peu. Et donc en fait, le fait d'en avoir marre, c'était une raison tout simplement pour changer. Et puis après, moi, j'ai voulu aussi forcément. J'étais très entrepreneuriat mania, on va dire ça comme ça, pendant quelques années. Maintenant, je pars sur. J'ai plus envie de me centrer sur des sujets liés à l'écologie, aux enjeux démocratiques, au faire ensemble, à tout ça. Et donc j'ai plus envie de m'intéresser à des sujets spécifiques, quoi, en fait. Et donc voilà, je leur ai tout simplement expliqué. Et je pense que en tout cas, les retours ont été plutôt bons jusqu'à présent. Donc tu vas utiliser plutôt des valeurs et des sujets édito pour cadrer et pour donner cette base, ce dénominateur commun à tous tes invités. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, tu m'as dit, alors j'ai essayé de pas trop spoiler, mais donc j'ai fait un peu d'événementiel et j'ai fait un événement en juillet. Et en fait, je me suis, pour faire cet événement, j'ai parlé d'audace, d'optimisme, de faire ensemble et d'écologie. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça les bases du pompon. Et donc là, les épisodes que j'ai sortis, j'en ai sorti un sur le SS. On parle de SS. Je viens de sortir un épisode avec un sociologue de l'imaginaire. Donc on parle d'imaginaire collectif, un épisode avec Catherine Barba sur la joie dans l'entrepreneuriat. Enfin voilà, je vais plus sur des sujets qui moi viennent me parler, m'intéressent, et je mets de côté un peu les parcours de vie. Puis à force d'en avoir fait, parce que j'ai le pompon, mais j'ai animé d'autres podcasts et j'ai fait des interviews, etc. Donc en 4 ans, j'ai interviewé, moi j'ai pas compté, mais je suis entre 5 et 600 personnes, je pense, au total, avec le nombre d'interviews de table ronde. Et c'est vrai que les parcours, au bout d'un moment, faut moi aussi que ça m'intéresse et ça me passionne d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire comment moi aussi j'apporte de la nouveauté là-dedans pour pas avoir entre guillemets un énième entrepreneur qui était dans une grosse boîte et il fallait du sens dans sa vie, ce qui est très bien. Attention, je critique pas. On a souvent des parcours un peu identiques. Il fallait du sens dans sa vie et donc la personne a entrepris et c'est très chouette. Mais c'est vrai que moi maintenant tenir 1 heure et demie avec des histoires où j'ai déjà entendu et interviewé des parcours similaires, au bout d'un moment, j'en ai un peu fait le tour en tout cas. C'est un projet qui est personnel, qui vient de ton histoire de vie et Ouais, complètement. et j'imagine que tu es une personne curieuse qui aime rencontrer des gens, donc il faut que ce projet continue à répondre à ces objectifs-là pour que sa raison d'être, elle soit toujours valable. Exactement. J'ai entendu une conversation que tu as eue avec un journaliste dont je me souviens pas le nom, mais sur France Bleu Nouvelle-Aquitaine, il me semble, où il Ouais. te faisait remarquer que tu étais un peu la marque de ton podcast. En fait, on venait écouter le pompon, mais on venait écouter Théo Robache et que tu mettais en avant ton parcours, voilà, tes valeurs, etc. Donc là, on parle de marque personnelle, en fait, si on doit mettre les mots sur cette image-là. Comment est-ce que tu as défini tes limites par rapport à ce que tu partageais et ce que tu partageais pas? Est-ce que tu l'as fait évoluer ce cadre-là? Et comment est-ce que tu te protèges par rapport à cette marque personnelle? Oh waouh. Écoute, moi j'ai compris il y a 1 an et demi, je crois à peu près, 1 an et demi. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé, qui comprenait pas exactement ce que je faisais, ce que je vendais et tout. Et la personne m'a dit, en fait, c'est toi le produit. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais là, ah ouais, effectivement, je suis le produit, en fait. Je me vends moi dans l'animation d'événements, de podcasts, table ronde, tout ça, c'est moi que je vends. C'est mon savoir-être au final. Comment je mets des limites à ça? Franchement, j'y vais au feeling. Enfin, si tu vois sur LinkedIn, c'est un petit peu organisé quand même. J'essaie de réfléchir et d'orienter par rapport à ce que j'ai envie de cibler. En tout cas, tu vois là, moi j'ai plus envie d'aller vers encore plus d'animation d'événements et tout, parce que c'est là où je kiffe vraiment. Donc je fais un peu plus de posts autour de ça.
Et sur Insta, par contre, c'est un peu, ma vie, ce que j'ai envie. Enfin, tu vois, la semaine dernière, c'est un peu con, mais je me suis lancé un petit délire où il pleuvait, il y avait du vent, c'était n'importe quoi. J'étais sur mon vélo, je me suis filmé, je dis que c'était la météo, et donc les gens ont réagi. Et c'était là, on veut une météo tous les jours. J'étais là, ouais, bah, ça va pas être possible, mais parce que je faisais vraiment le débile là-dessus. Mais tu vois, ça me fait marrer. Et puis il y a des jours où pendant une semaine, je partage. Alors pendant une semaine, c'est rare, mais pendant plusieurs jours, en tout cas, je partage pas du tout. Je me sens pas du tout dépendant, en tout cas, des réseaux et du besoin de partager, parce que parfois, je partageais par obligation. Et là, c'est vrai que je le fais vraiment plutôt au feeling maintenant. Et après, tu vois, je partage, enfin, c'est tout bête, mais je partage jamais de photos de chez moi, très peu de photos aussi avec mes proches, un petit peu, mais pas plus que ça, parce que j'ai pas forcément envie de les embarquer là-dedans. Après, attention, je suis pas non plus hyper famous, hein, mais ça n'engage que moi ce que je partage, en tout cas de manière générale. Donc pour le moment, je partage que des choses qui sont liées à moi, à ce que je fais, et c'est vraiment au feeling. C'est au feeling, mais tu as quand même un cadre puisque tu dis que tu vas pas engager tes proches, tu vas pas montrer où tu habites et finalement c'est Théo qu'on suit, c'est Théo à la plage, Théo à la campagne, Théo dans un château. Mais Après Martine, c'est Théo. il y a ton cadre, tu l'as quand même défini. Ouais. Je te pose cette question-là parce que c'est vrai que quand on crée beaucoup de manière répétée, où on a une certaine vulnérabilité, toi tu vas parler très spontanément de santé mentale, de la thérapie que tu as initiée il y a quelques années, en 2017, le fait que tu ailles voir, je liste, hypnothérapeute, énergéticienne, etc. Tu vas donner un peu de détails sur cette santé mentale. Donc déjà, tu t'en parles et en tant que mec, c'est pas si courant d'entendre un mec qui parle ouvertement de ça et puis tu vas donner des détails. Et donc, moi, je vois un lien assez fort entre la création de contenu, le fait d'avoir un podcast de manière régulière et la santé mentale parce qu'il y a un enjeu de créativité, tu vois, un peu d'énergie vitale, de donner beaucoup, d'avoir des nouvelles idées, de se renouveler, etc. C'est quoi, toi, le lien que tu fais entre ces deux sujets? Oh, wow. Entre santé mentale et avoir un podcast, création de contenu, en tout cas, si régulière et si récurrente. Ouais, tu vois, j'ai presque envie de faire le lien entre santé mentale et entrepreneuriat, mais peut-être que je l'englobe dans quelque chose d'un peu plus large, hein. On est tout à fait d'accord. Pour moi, avoir un podcast, c'est une forme d'entrepreneuriat. Bah, c'est complètement de l'entrepreneuriat. C'est créateur de contenu. J'ai échangé avec, j'ai reçu Martin Petit, El Marticino là, il y a quelques semaines sur le Pompon. Et en fait, il parlait, ouais, je suis créateur de contenu, rien. Je fais, mais t'es entrepreneur. Il fait, ah ouais, j'avais pas réalisé. Je fais, attends, mais oui. Tu passes ton temps à réfléchir à ce que tu vas partager, à créer, à faire du montage, à repartager ça derrière. Enfin, voilà, c'est. D'ailleurs, je serais curieuse. En fait, j'ai dit spontanément podcast parce que je pense pas que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent se considèrent spontanément comme des entrepreneurs. Ça me donne l'idée de faire une chronique. Mais je serais curieuse que vous veniez me voir sur LinkedIn, Anne-Claire Leca, ou sur Instagram et que vous me disiez si oui ou non vous considérez comme des entrepreneurs, entrepreneuses. Petit aparté. À toi la parole, Théo. Donc ouais, enfin moi j'ai compris en fait, tu vois, bah, j'en ai parlé déjà, mais effectivement c'est grâce à la thérapie que j'ai su à la fois qui j'étais et donc ce que je voulais faire, où étaient mes besoins, et à partir de là, bah forcément ça fait la différence, c'est-à-dire à partir du moment où tu te connais, tu sais où est-ce que tu as envie de dépenser ton énergie. Et donc c'est pour ça que j'ai continué de me faire accompagner parce que tu vois, moi j'ai compris que mon savoir-être était mon savoir-faire, que le fait d'avoir le smile, d'être curieux, d'avoir envie de papoter avec les gens, bah en fait ouais, je pouvais en faire une activité, voire des activités. Et après moi pas mal de fois j'ai fait ce que j'appelais mes mini burn-out, où en gros t'as le corps qui lâche, tu vois, c'est plusieurs souvent ça arrivait plutôt en soirée, et où vraiment t'as plus d'énergie, tu vois un peu flou, t'es vidé complètement de tout. Tu comprends pas trop, même si tu comprends, et t'as pas toujours envie de comprendre. Enfin, tu vois un peu ce truc de dire, ah bah non, mais pourtant ça va et tout, ça avance. Et en fait, ouais, j'ai compris qu'il fallait à un moment donné, il fallait se faire accompagner. Donc là, plutôt, moi j'ai fait donc 3 ans de thérapie PNL et Gelstat, ou Gelstat, je sais jamais comment on dit. Et après, j'ai continué de voir là récemment plutôt un hypnothérapeute pour avancer sur certains sujets. Parce que le truc, c'est qu'effectivement, si à la fois la beauté mais le risque dans l'entrepreneur, c'est si tu tombes malade ou si tu vas pas, bah comment avancer, quoi. Et en plus, quand c'est toi le produit, c'est-à-dire moi, si j'ai pas d'énergie pour aller animer un événement, bah je facture pas, donc derrière, je paye pas mon loyer. Enfin voilà, bon, je vous laisse. Vous avez compris l'idée, quoi. Mais donc voilà, donc j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi, et c'est pour ça que là, je suis vraiment aussi en train de switcher pas mal tout ce que je fais de manière globale en termes d'activité. De ce mois-ci, j'ai pris de grosses décisions pour prévoir 2025 et pour essayer de mieux répartir mon énergie après avoir cravaché pendant 4 ans.
Je voulais te poser une question par rapport aux objectifs aussi, parce que la santé mentale, Ouais. elle est liée aussi aux objectifs. Qu'est-ce que je veux pour moi, mais aussi quelle pression je me mets par rapport aux objectifs. Je voulais savoir c'était quoi ton rapport aux objectifs et comment tu les définissais? Écoute, j'ai eu un rendez-vous avec mon expert comptable il y a 3 semaines. Il m'a dit, mais c'est quoi tes objectifs sur les prochains mois? J'étais là, oh waouh, je me suis jamais posé cette question en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce truc des objectifs, c'est assez. Alors, si je vais m'en poser parfois, à la limite, enfin, tu vois, quand je fais un truc sur LinkedIn, je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir autant de vues, mais bon, c'est un algorithme, donc en fait, c'est quelque chose que tu peux pas maîtriser. Mais je me suis jamais fixé d'objectif en mode, faut que je gagne tant, faut que. Enfin, donc maintenant, je le fais parce que j'ai un expert comptable et que j'ai créé une boîte, donc je suis un peu obligé de le faire. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment un peu, peut-être pas au jour le jour, mais à la semaine, au mois, quoi, parce que pendant, bah, tu sais, comme je disais, j'ai été pilote de drone. Après, quand je suis arrivé à Bordeaux en 2019, bah après c'est le podcast qui a pris le dessus, mais ça a été galère quand même pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de visibilité financière et ça c'est chouette. Et je touche du bois pour que ça continue. Mais c'était difficile pour moi de me fixer des objectifs aussi parce que tu vois dans les missions que j'ai, c'est du one shot récurrent. C'est-à-dire que là, j'ai des boîtes qui font appel à moi depuis 2-3 ans maintenant, qui renouvellent l'animation d'un gros événement. Et donc ça c'est chouette, mais c'est du one shot à chaque fois. Tu vois, normalement ils font l'événement l'année d'après, mais on ne sait jamais sur une coupe budgétaire ou que sais-je, je peux passer à la trappe quoi. Donc là, j'essaie de m'en fixer un petit peu plus pour aussi comprendre, bah, en fait, de combien j'ai besoin pour vivre, combien d'argent j'ai envie d'investir aussi. Moi, mon gros sujet, c'est les médias indépendants, notamment. Donc, c'est de l'investissement, c'est plutôt du don que de l'investissement. Mais donc, tu vois, c'est la question fait sens avec mon expert comptable qui m'a posé ça. Il me dit, bah, en gros, si dans 10 ans, si ton objectif, c'est d'acheter un appart, bah, ok, bah, t'as besoin de combien pour dans 10 ans? Donc, dans 5 ans, t'as besoin de combien? Donc, dans un an, donc 6 mois, etc. Donc je suis un peu sur ces sujets-là, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question en mode ok, bah j'y vais, je cravache, je bosse, on voit ce qui rentre, ce qui rentre pas, on voit surtout ce qui rentre et donc là j'arrive un petit peu à mieux m'organiser sur le fait de comprendre que en fait je peux bosser 20% de mon temps en étant suffisamment payé pour vivre et donc via de l'animation notamment d'événements, tableaux de conférences, via l'animation de podcasts aussi pour d'autres. Et ce qui me prend trop d'énergie et qui me rapporte pas assez, bah là, ce mois-ci, j'ai pris la décision, en tout cas en novembre, de le mettre de côté. Génial. Et là, on est tout de suite parti sur les objectifs comptables, donc les chiffres Oui, quantitatifs. c'est vrai. Mais je t'ai déjà entendu, notamment dans cette conversation avec ce journaliste, dire bah moi, mon objectif, c'est faire plus de radio. Ou moi, mon objectif, c'est de prendre plus la Elle parole, date, tu vois. elle date cette interview. Ou plus de télé, tu vois, ou plus de, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai encore. Ouais, ouais. Tu as l'air quand même d'être quelqu'un qui est entreprenant, qui, tu vois, qui a envie de vivre certaines choses. Donc, comment est-ce que tu vois que ton projet il va progresser? Comment est-ce que tu vois que le pompon il progresse? Si c'est pas quantitativement, parce que je sens que là, tu es un peu plus au feeling, etc. Mais comment tu sens qu'il progresse ton projet? Tu le sais, toi, en tout cas, là, en live, et les gens sauront déjà, mais je vais arrêter le podcast pour le coup. Je te l'ai pas dit, mais j'ai pris la décision la semaine dernière. Et donc, l'épisode qui est sorti aujourd'hui est le dernier épisode. Donc, le 145e, voilà, c'est le dernier. Et donc, dans les grosses décisions que j'ai prises en novembre, celle-ci en fait partie. Donc, on pourra en reparler si tu veux, avec Génial, plaisir. bah bien sûr. Euh, dans ce besoin de libérer, en fait, et c'est pour ça que je l'ai arrêté, parce que j'ai toujours fait, parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie d'aller à la rencontre, j'avais envie de tout ce qu'il y avait autour de l'interview me gênait pas pendant longtemps. Et là récemment, j'ai délégué le mois de novembre, c'est le mois où j'ai dépensé le plus d'argent pour le podcast en déléguant le montage et la com. Et en fait, je me suis dit comme ça, je me concentre sur le principal. Et sauf qu'en fait, l'énergie revient pas. Donc à un moment donné, voilà, j'ai pas envie de continuer pour continuer. Et puis ça va faire 5 ans, donc c'est un beau chapitre que j'ai écrit. Et ça m'a surtout apporté plein de choses autour, tu vois. Et on y reviendra. Donc, si c'est pas quantitativement, c'est qualitativement. Moi, c'est dans les rencontres que j'ai pu faire. Et en fait, toutes les interviews que j'ai faites, à chaque fois, ça m'apportait quelque chose. À chaque fois, j'avais des petites punchlines qui étaient là. Oh, bah dis donc, c'est marrant. C'est pile poil ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment. Et en fait, moi, je suis persuadé d'avoir grandi plus vite d'une certaine manière, tu vois, d'avoir gagné en maturité, puissance 10, puissance 100, grâce aux gens que j'ai rencontrés, grâce à toutes ces interviews-là, en fait. Mais aujourd'hui, j'arrive à un moment où en fait, il y a eu un petit trop plein de trop de boulot, de trop d'interviews, du rythme du podcast. Tu sais ce que c'est. Tu vois, j'étais pendant 4 ans à un par semaine, sauf pendant les vacances. Et là, je suis passé à un toutes les 2 semaines. Donc ouais, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais de dire que ça faisait beaucoup et que là, j'avais besoin de temps libre en fait. Et donc voilà. Donc par rapport au quantitatif et qualitatif, pour gagner en qualité, j'ai besoin de temps. Donc je m'en octroie et ça me permet de après pouvoir, tu vois, aller voir des spectacles, aller au ciné, lire des bouquins, aller en nature et aller m'inspirer de tout ça pour créer différemment et mieux derrière.
C'est marrant parce que j'ai une intuition super forte depuis longtemps, qui est que le podcast, c'est souvent le premier élan qu'on se donne. On se donne la permission d'un premier élan créatif pour atteindre en fait un objectif qui est caché, peut-être qui est même caché par rapport à nous-mêmes. Et en fait, ça fait lien avec quelque chose que j'ai noté pour toi, qui était que le point commun entre tous tes invités, ils s'étaient dit oui, c'est possible. Et j'ai vu que ta chaîne YouTube s'appelait Et si c'était possible. Je me disais, ça se trouve, il allait se rassurer auprès d'autres personnes par rapport à quelque chose qu'il essaye de se dire: «Est-ce que c'est possible que je le fasse?» Est-ce que du coup, on est là-dedans? On est dans ce point où tu t'es dit: c'est peut-être possible l'étape d'après que j'osais pas m'avouer ou dont j'osais pas rêver?» Ouais, je pense que effectivement, tu touches quelque chose de très juste. Je crois que tu vois, et le côté, ce que j'avais dit effectivement sur France Bleu, je pense que je l'avais dit ailleurs aussi, c'est moi être animateur télé, je kifferais vraiment, c'est un bel objectif. Pendant longtemps, je me pose encore la question de la politique, je t'avouerai, parce que je cherche là où on peut avoir le plus d'impact positif sur les gens en fait. Donc est-ce que c'est les médias, est-ce que c'est la politique? Mais je crois que je prends plutôt la voie des médias pour le moment. Et donc voilà, donc être animateur télé, effectivement, ce serait mon gros kiff. J'aime beaucoup la scène. Tu vois, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être comédien, c'était d'être sur scène, d'avoir les planches, d'avoir le rideau et tout. Et effectivement, d'en recevoir toutes ces personnes-là, ouais, il y a peut-être ce côté, ces envies d'être animateur ou d'être sur scène, en tout cas, me montrer que c'était possible. Et en fait, là, tu vois, je pense que là, je libère du temps pour accéder à l'un ou l'autre. Mais je sais pas encore quelle forme exacte ça va prendre, même si j'ai quand même des idées. Mais j'ai besoin en tout cas, d'avoir, tu vois, d'avoir une petite page, peut-être pas complètement blanche, mais en tout cas quasiment, et avoir un peu moins de trucs qui viennent déranger autour de la tête pour justement y accéder. Donc tu vois, je sais pas exactement ce que ça va donner, je sais que ça va venir, je sais pas comment, et je suis assez serein sur le fait que ça vienne, donc c'est plutôt cool. Trop bien. Bah, hâte de voir, dans les prochains mois ce qui sortira de cette période de transition. Une dernière question que j'avais envie de te poser dans cette première partie, c'est quoi la petite histoire autour du nom Le Pompon? Il y a deux petites histoires derrière. Quand je l'ai lancé, en fait, je voulais, comme je me suis dit que j'allais interviewer des gens du Sud-Ouest, j'ai essayé de trouver quelque chose, en tout cas de Bordeaux et des environs, qui fasse sens. Donc j'ai cherché un peu les expressions et tout. Et j'ai trouvé l'expression le pompon sur la Garonne, qui est en fait apparemment plutôt employé à Toulouse. Bon bah ça, tant pis. Mais il y avait ce lien avec la Garonne. Et après, assez simplement parce que c'était le nom de mon chat quand j'étais petit. Il s'appelait Pompon. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, bon allez, le pompon, ça sonne bien, j'aime bien. C'est frais, c'est joyeux, c'est parti. Trop bien. J'aime bien les histoires de noms. Pour la deuxième partie des interviews, j'aime bien me concentrer sur un angle en particulier. Et moi, ce qui m'a vraiment bien plu avec le podcast Le Pompon, c'est que tu as fait évoluer assez rapidement, il me semble, le format pour avoir une partie événementielle. Donc, c'était des événements, des enregistrements en live, mais aussi avec un cocktail, avec des talks, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire évoluer ce format de audio vers physique avec des gens? Qu'est-ce que tu voulais que ça t'apporte? J'adore réunir. On me dit souvent, Théo, t'es un créateur de liens. Donc j'adore réunir les gens et les voir ensemble en fait. Donc effectivement, j'ai commencé par organiser des dîners, donc d'une dizaine de personnes, à peu près de personnes que j'avais reçues sur le podcast, juste pour les mettre autour de la table, tu vois, en me disant ce serait chouette d'avoir un entrepreneur à côté de la bâtonnière du barreau de Bordeaux, à côté d'un sportif de haut niveau. Et me dire, c'est ces gens-là, et je les ai reçus, ils ont des valeurs communes, et ils sont dans des univers complètement différents. Et c'est chouette si ça peut un peu communiquer et potentiellement créer des choses entre eux. Ou à minima, passer un bon moment. Et à chaque fois, ça se passe hyper bien, et c'est très chouette, et les gens sont ravis. Et moi, j'adore ce petit moment où tu prends du recul quand tout le monde est en train de parler à table, et t'es là, ouais, trop cool. Ça se passe bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je savais que ça allait bien se passer, ça se passe bien. Et après, je me suis dit, après, j'ai fait un événement un peu plus grand. J'ai fait ça chez Vivien Durand, au Prince Noir à Lormont, où là, j'avais regroupé une 50aine de personnes de l'écosystème bordelais. Donc pareil, juste entre guillemets, regrouper les gens, quoi. Tu vois, le kiff de les regrouper. Et puis avec ce truc, encore une fois, je pense que des événements qui regroupent des entrepreneurs, ça manque pas. Des événements dans le milieu de la culture, ça manque pas. Des événements dans le milieu associatif, ça manque pas. Mais qui regroupent un peu tout le monde. J'en ai pas vu tant que ça.
Et donc c'est pour ça que j'ai voulu en créer. Et après j'ai fait un très chouette événement effectivement il y a 2 ans maintenant, quasiment 2 ans, Regard croisé by Le Pompon, donc qui s'appelait Résonance. Donc c'est une soirée où j'ai fait monter 6 talkers sur scène qui pendant une quinzaine de minutes montaient sur scène et partageaient leur histoire un peu en mode TEDx. La différence de TEDx, c'est que c'est nous avec Aurélie qui a créé ça, qui écrivons leurs textes tout simplement et qui les coachons à la prise de parole. Et j'ai moi-même fait un talk à la fin, c'était le talk surprise. Et donc voilà, et effectivement, il y avait 250 personnes dans la salle, c'était au Théâtre Trianon à Bordeaux, et c'était un moment génialissime, et j'ai vu l'impact positif que ça pouvait avoir sur les gens, le fait de les toucher, le fait de leur donner envie aussi d'oser, ou en tout cas, enfin voilà, de les faire entrer dans une bulle, dans ma bulle, qui est plutôt optimiste et bienveillante, enfin je crois, c'est ce qu'on me dit. Et donc voilà, et donc après, j'ai effectivement lancé l'année dernière les Estivales du Pompon, qui est donc un événement où c'était sur une après-midi, une soirée. Il y a eu quatre conférences, puis un cocktail, une cinquantaine de personnes là aussi. Et en fait, l'organisation a été comment dire, mouvementée, mais au final, ce qui devait passer s'est très bien passé, et donc très chouette. Et donc ça reviendra, les Estivales du Pompon, l'été prochain. Avec toujours cette même envie de voilà partager, comme je te disais, les 4 piliers tout à l'heure, le faire ensemble, l'audace, l'optimisme et l'écologie, et partager quoi en fait. Et j'aime bien au final, moi au départ je voulais faire un événement vraiment grand format, avec quasiment 300 personnes dans la salle, et en fait ces formats entre guillemets petits comités, parce que 50 personnes faut quand même les avoir, sont géniaux parce que t'as un échange hyper qualitatif, les gens sont très connectés, très présents, les speakers restaient à chaque fois à la fin évidemment, pendant le cocktail. T'en as, bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ils se sont fumés un petit bédo à la fin entre quelqu'un qui était dans le public et un des 4 speakers, je ne dirais pas qui, mais mais tu vois, j'étais là, wow, mais ils se connaissaient pas il y a quelques heures, et là ils échangent et ils rient ensemble, et j'étais là, bah franchement c'est parfait quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de créer vraiment pour réunir, et ces événements-là. Tu vois, comme je disais au départ, je voulais que ça touche un maximum de monde. En fait, je me suis dit, en fait, si j'arrive à toucher des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des présidents d'associations, des DG, que sais-je, avec moi mes valeurs, si eux après ils peuvent influer sur un maximum de monde, bah en fait c'est tout aussi bien. Et donc c'est un peu l'idée maintenant des estivales, c'est plutôt de partir là-dessus, d'aller toucher pas forcément le grand public, parce que ça demande beaucoup d'aller toucher le grand public, mais de faire plutôt des événements un peu privilégiés, on va dire ça comme ça, avec un lien, ouais, encore une fois privilégié avec les personnes qui sont là, et ça c'est vraiment un régal quoi. Donc je suis sur un petit nuage à chaque fois. Tu m'étonnes. Tu as mentionné le terme de lien, et je me l'étais noté. C'est souvent l'enjeu d'un événement, c'est d'arriver, puis tu connais pas grand monde, et t'as pas envie qu'il y ait des blancs et tout. Est-ce que tu prévois des choses un peu spécifiques pour que les liens se fassent plus rapidement au sein des gens dans la salle? Waouh, je crois que je ris fort. Je peux te taper sur les cuisses. Ça, j'ai de la chance. Après, pour le moment, j'ai fait beaucoup d'événements avec des gens que je connais aussi, tu vois, donc j'arrive à savoir qui va être à la fois fédérateur et qui va aussi porter d'une certaine manière les valeurs du pompon, tu vois. Donc ces personnes-là m'aident aussi à faire de ces événements une réussite. Et en général, c'est vrai que les personnes qui sont venues étaient assez ouvertes. Donc j'ai pas de technique particulière, tu vois. J'ai pas, allez, on prend 5 minutes, on fait une respiration tous ensemble. J'ai pas de truc comme ça. En tout cas, pas encore. Je te dirai si jamais j'ai ça. C'est après, bon, encore une fois, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a des personnes qui sont venues à l'événement sans forcément bien connaître le programme, et ils ont dit parce que c'était eux qui l'organisent, donc ce qui fait énormément plaisir. Mais donc, faut être à la hauteur aussi forcément. Mais c'est pour ça que je disais en rigolant, mais à moitié, rire fort. Enfin, tu vois, le fait d'être enthousiaste quand tu reçois les gens, quand tu les accueilles, et qu'après t'es là, bah attends, mais vous connaissez pas tous les deux. Mais attendez, vous avez un point commun, et tu vois les mettre en lien comme ça assez naturellement. Les gens en fait se laissent, ils se détendent. Tu vois rapidement les épaules qui se détendent aussi, et en fait ils sont là pour échanger. Et avec les premières personnes interviewées aussi, ils arrivent à se mettre dans ce mood là quoi. Donc moi je sais pas, je saurais pas dire s'il y a une technique particulière à part être pleinement soi quoi. Il y a des invités prestigieux qui viennent à tes événements. Comment est-ce que tu réfléchis au casting? Comment tu vas les convaincre? C'est quoi les promesses que tu leur fais pour qu'ils viennent, ou c'est juste, une expérience, ou comment ça fonctionne pour toi? Ouais, bah en fait, tu vois, là, après, j'ai eu la chance, si je reprends encore l'exemple des estivales, sur les 4 personnes qui étaient là, il y en a 3 qui étaient déjà passées sur le pompon. Donc, en fait, j'ai déjà passé au moins 1 heure et demie avec elles. Tu vois, il y avait donc Béatrice Beauce de la Fondation de France, Léa Thomas-Sandelo-Assou et Romain Noble, qui est champion paralympique, triple champion paralympique. Romain est devenu un ami. Léa, je la vois régulièrement. Béatrice, on s'entend extrêmement bien. Enfin, donc,
beaucoup plus facile de leur demander un peu de temps pour participer à l'événement. Et après, c'est Catherine Testa que je connaissais pas, donc CEO de l'optimisme, mais que j'avais vu sur un événement de Victoria Guillaumont du podcast Nouvel Œil, qui est une amie. Et en fait, je l'ai vue à la fin de l'événement. Je lui ai dit, bah, salut Catherine, on se connaît pas, mais j'ai un podcast, j'organise un événement. Est-ce que ce serait possible de venir? Et en fait, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, je lui ai dit, bah voilà. Moi, dans ce que je fais, j'essaye de partager de l'optimisme. J'essaie de dire aux gens qu'on est quand même un peu mieux ensemble que les uns contre les autres, et qu'on peut imaginer demain joyeux et beau. Et donc, j'ai pitché entre guillemets assez naturellement sur ce que je voulais faire, et je crois que ça lui a plu. Sachant que Catherine, moi, j'ai appris un peu après, mais elle est un peu dans le top 10 des conférencières en France. Elle passe partout. Elle est venue gratuitement. Enfin, tu vois, voilà. Donc c'était j'ai pas forcément cherché à la convaincre, j'ai juste dit bah voilà ce que j'ai envie de faire, et que ça collait parfaitement le fait qu'elle soit là, et puis bah elle a accepté, quoi. Après, je pense que tout ça c'est une question de relations humaines aussi, quoi. Enfin, c'est comment t'apportes le truc, et dire ce que t'as profondément envie de faire, et si ça touche les gens, tant mieux. Si ça les touche pas, c'est que c'était pas les bonnes personnes. Là, je pense que tu arrivé avec un projet qui était bien ficelé, tu as de l'expérience aussi, tu n'en étais pas à ton premier coup, et puis tu es allé chercher un pont entre elle et toi, entre ses valeurs et tes valeurs, donc ça devait Ouais, être carrément. aussi... Et puis on avait une personne en commun qu'on connaissait tous les deux, donc ça aide aussi. Au-delà de Victoria, enfin c'est quelqu'un qui m'a mis en lien avec elle, qui m'avait donné son numéro de téléphone, donc ça m'a aidé à la contacter. Ce que je trouvais intéressant, là, ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes. Tu as créé ces dîners avec tes invités, les invités qui sont venus à ton micro, les personnes qui sont intervenues dans les estivales du Pompon, c'est aussi des invités. En fait, tu as très intuitivement et très malignement considéré tes invités comme ta première communauté, une communauté qui a chouchouté, et tu leur proposes une expérience qui est au-delà de 1 heure et demie ensemble. C'est, je vais vous inviter à un dîner, je vais vous inviter à prendre la parole, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'observe assez peu autour de moi parmi les podcasteurs et podcasteuses. Pourtant, j'invite à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait ou auxquelles tu as pensé justement pour continuer à renforcer ces liens avec les personnes qui passent à ton micro? Ouais, bah moi j'ai un groupe Ah WhatsApp bah avec voilà. eux, assez simplement déjà. Alors faut l'alimenter et tout le tralala. Il y a les dîners que j'essaye d'organiser, même si c'est pas facile de réunir ces gens-là, même s'il faut en trouver 10. Tout le monde a un emploi du temps bien chargé. Et puis l'événementiel depuis le Covid est quand même très compliqué aussi, dans le sens où les gens s'y prennent au dernier moment, donc faut s'accrocher. Et après, donc de nouveau les réunir. Il y a les 5 ans du Poupon en février, donc clairement, je compte bien faire quelque chose pour ça. Et après, tu vois, moi, j'essaie toujours de garder le lien avec eux de manière individuelle. C'est-à-dire quand je vois une actu sur ces personnes-là, je vais les féliciter. Ou quand ça fait longtemps que je les ai pas eus, bah, je prends des nouvelles. Enfin, il y a ce côté, effectivement, tu l'as dit, c'est mon premier cercle au final, hein. Et quand j'ai des besoins, c'est aussi vers eux que je vais. Après, je m'entends pas non plus parfaitement avec tout le monde, hein. Il y a dans les personnes que j'ai reçues sur le podcast où au final je me suis rendu compte qu'on n'avait pas exactement les mêmes valeurs, et c'est ok, c'est comme ça, c'est la vie. Mais majoritairement, je m'entends très bien avec tout le monde. Et après, je les recroise à des événements et tout, donc j'arrive. Tu vois, ça m'est arrivé. C'était quoi, il y a pas très longtemps, c'était la soirée de la French Tech à Bordeaux, et on était 6 ouais, on était 6 ou 7, je crois, à parler, etc. Et là, à un moment donné, je prends un peu de recul, j'étais là, les gars, en fait, tout le monde là, vous êtes tous passés sur le pompon, sauf une, mais cette personne-là, c'est elle qui m'a aidé à refaire le branding et la charte graphique du pompon 1 an plus tard. Donc j'étais là, on peut se prendre une photo tous ensemble. Donc tu vois, c'est aussi au moment où tu les vois, rappeler qu'ils ont un point commun aussi, bon, c'est du relationnel, quoi, en fait. Enfin, tu vois, et ça joue aussi forcément au lien que tu crées avec ces gens-là. Mais effectivement, moi, faire plus d'événements, parce que j'adore ça, c'est aussi l'un des objectifs. C'est pour ça que je me libère du temps aussi à côté dans les choses que je lâche, pour regrouper un peu plus les gens. Et après, in fine, je sais pas, mais moi, créer un think tank ou je sais pas, ou une asso pour pareil partager tout ce que j'ai fait. En tout cas, tout ce qui m'anime et tout ce qui anime une partie de ces gens-là, c'est en cours de réflexion, quoi. Je sais pas quelle forme ça prendra, mais pourquoi pas. D'un point de vue plus pratique, je sais que l'événementiel, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et de ressources. J'ai organisé en juin dernier, avec 4 membres de ma communauté, un événement sur un après-midi, pareil, donc je vois exactement, à peu près dans quel méandre tu es passé. Et toi, de ton côté, comment tu rends ça possible? Est-ce que tu le fais, seul? J'imagine que non, mais est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu demandes s'il y a des volontaires? Est-ce que tu as parlé d'Aurélie qui était ton associée sur, Regards croisés.
Comment ça se passe au niveau organisationnel et au niveau financement? Est-ce que tu vas chercher des sponsors? Est-ce que voilà, plus sur le côté pratique et les thunes. Pratico-pratique. L'argent, l'argent, l'argent. Eh ben ouais, t'as deux exemples parfaits. Donc à la fois effectivement Résonance que j'ai co-organisé avec Aurélie Guénan, donc Regard croisé by elle a l'expérience, ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Et donc en fait, elle a une équipe derrière qui aide à organiser. Donc on était tous les deux à la réflexion. C'est moi qui ai choisi les 6 personnes que j'avais reçues sur le podcast pour monter sur scène. Elle a écrit 3 talks, j'ai écrit 3 talks. On les a coachés. Enfin voilà, on s'était vraiment répartis chacun sur nos savoir-faire et sur toute la partie. Alors à la fois sur la partie organisation, effectivement, elle avait une équipe. Ils étaient 3 ou 4, tu vois, à savoir organiser, à créer. Alors la com, c'est moi qui l'avais créé, mais en tout cas toute l'organisation avec le théâtre et tout, c'est eux qui géraient plutôt bien. Le jour J, moi, j'avais des potes qui sont venus en tant que bénévoles pour aider un peu, tu vois, assez simplement. Et après, sur la partie financement, 70% des gens sont venus parce c'était le réseau de Regard croisé by. Parce que comme je te dis, elle avait déjà organisé des événements, donc ils savent un peu à quoi s'attendre. Et donc, c'était des boîtes qui venaient, qui prenaient des places pour leurs collaborateurs ou pour l'équipe de direction, etc. Et après, moi, ça s'est joué avec le réseau et avec ce que j'ai pu faire sur LinkedIn notamment. Et donc, tu avais à la fois des packs entreprises, genre 9 places, ou des one-shots, quoi. Et là, sur les estivales, je suis parti avec Rémi Ayoub et Karl Buon, qui sont tous les deux dans l'événementiel. Rémi plutôt dans l'événementiel engagé écolo et Karl dans l'événementiel sportif. Mais pareil, sur des mêmes valeurs. Enfin, tu vois, on a fait un cocktail de full végé, enfin voilà, parce que je le suis, donc ça faisait sens. À un moment donné, faut aussi y aller. On peut vivre sans viande et ça se passe très bien. I approve this message. Et sans poisson. Comme ça, je fais les deux. Et en fait, voilà, tous les deux sont spécialistes de l'événementiel. Et donc là, pour moi, les estivales, c'était un luxe énorme. C'est-à-dire qu'on était chez Harvey, donc un lieu que je connais très bien, qui est pas immense. Et en fait, ils ont tout géré de A à Z, c'est-à-dire que même sur la partie devis traiteur, sur la gestion des chaises, sur après, encore une fois, la com et l'échange avec les speakers, c'était moi. Et mais le jour J, en gros, tu vois, moi c'était un luxe complet parce que j'ai eu à accueillir les gens et à faire les interviews. Enfin, tu vois, et donc à rien gérer d'autre parce que eux étaient dans les coulisses, à tout gérer, à installer. On a fait un match d'escrime en e-sport aussi, c'était une surprise, donc ils ont installé ça avec mon meilleur pote qui fait de l'escrime et avec Romain Noble, pendant que moi j'étais en train de terminer une conférence. Enfin, franchement, c'était un luxe, mais complet. Et donc c'est important d'aller s'entourer de personnes qui aiment aussi faire ça. Alors moi j'ai fait un peu d'événementiel avant et tout, mais là où je suis bon, c'est dans l'animation, c'est dans être avec les gens, c'est d'en créer ce lien. Et quand t'as des gens dont le taf, c'est d'être dans la partie organisationnelle et vraiment logistique, quoi. C'est une régalade. Trop bien s'entourer. C'est ça. Tu as fait le discours de la remise de diplôme de ton école à Lille. Waouh. Ouais, t'es allé chercher loin, ouais. Qui a été une grosse plantade. Et là, tu as évoqué le fait que tu as fait un discours de clôture de ton événement, Regard croisé. Comment tu as progressé entre les deux? Parce que j'imagine que tu n'as pas voulu risquer une deuxième plantade. Ça, c'est sûr. Effectivement, ouais, beau parallèle entre les deux. Faudrait que je regarde d'ailleurs si les dates correspondent pas, mais je crois pas. Ah, on sait jamais. Faudrait que je regarde. Ouais, cérémonie de remise de diplôme, donc 2017. Donc j'ai fait une école de commerce. J'étais très investi dans les assos de l'école, donc ils me proposent de faire la cérémonie. La petite histoire, c'est qu'entre le moment où je sors de l'école et la cérémonie, je passe comme employé dans l'école. Donc je passe 5 mois au département relations entreprises de l'IESEG. Au bout du 2e mois, je demande une rupture conventionnelle parce que ça se passait pas de ouf. Donc je pense que il y avait un petit côté malheureusement un peu revanchard, peut-être pas, mais il y avait j'avais envie d'envoyer des petits tics, quoi, mais des petits tirs, pardon. Et donc non, en gros, j'ai fait un discours que j'ai présenté à personne. J'ai dit à personne avant de le faire. Je me suis pas entraîné. Il fait 35 degrés à Lille, je suis en costard et avec une toche par-dessus un chapeau, je passe en dernier au bout de 3h30, j'ai qu'une bouteille d'eau de 50 centilitres que je bois en une demi-heure, après j'ai plus rien. Voilà quoi, la totale, fait que t'arrives, t'as des éclairages en pleine gueule, t'as une pâteuse énorme, tu fais des blagues un peu vaseuses qui seraient très bien passées auprès uniquement des étudiantes et des étudiants, parce que j'ai dit qu'on était tous devenus alcooliques quand même en étant en école de commerce, donc Ce qui est pas faux en plus à Lille. Moi aussi j'étais à Lille en école de commerce.
Je Quand sais. même, moi, j'aimais pas la bière au terminal et bon bah j'étais à Lille quoi donc c'est pas hyper bien passé sachant que l'IESEC fait partie de l'université catholique de Lille, autant me dire que j'ai quelques parents qui sont venus me voir après et donc voilà, donc auprès d'étudiants ce serait très bien passé, mais auprès des profs et de l'administration ça a pas été dingo, donc c'était un peu qui tout double. Et donc tout ça je me suis dit waouh, t'as pas passé le meilleur des moments, c'était pas hyper agréable, en même temps t'étais pas préparé. Et donc la grosse différence avec ce que j'ai fait sur scène il y a 2 ans, c'est que là j'avais appris un texte par cœur. J'avais pas de notes avec moi. Je l'ai préparé, j'ai été coaché pour ça. Et ouais, bah ça change tout en fait. C'est ce que je dis aujourd'hui quand j'accompagne des gens sur le pitch ou sur la prise de parole. Préparation quoi. Enfin, tu vois, c'est le nerf de la guerre en fait. Et ce qui te permet d'avoir des petits moments où si t'as une bonne base qui est bien prête avec des colonnes bien solides, bah il peut y avoir un peu de vent, ça va pas trop bouger quoi. Donc ouais, une grosse différence entre les deux Tu quoi. m'étonnes. Bah bravo Théo pour tout pour tout ce que tu lances et toute ton énergie à faire ce qui t'anime et ce qui t'intéresse. On va finir par la question signature de cette saison 4. Quelle place tu donnes à ton podcast dans ta vie? Oh waouh. Ah, pour le coup là, t'es vraiment pile poil à C'est ce que je me suis dit quand tu m'as dit ça. au croisement des chemins, c'est pas ça le terme, on dit quoi? À la croisée des chemins, chemins. à la croisée des chemins? Non. Ouais, je crois que c'est ça. Écoute, pendant longtemps, je lui ai donné, pendant 5 ans quasiment, je lui ai donné évidemment une place centrale, parce que moi aujourd'hui, j'ai dû gagner, peut-être 800 € en 4 ans directement grâce au pompon, parce que j'ai eu un petit peu de sponsoring, mais pas plus que ça. Et après, par contre, indirectement, c'est grâce au pompon que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, littéralement quoi. Tout l'argent que je gagne aujourd'hui, c'est clairement grâce au podcast que j'ai créé. Donc effectivement, pendant pas mal de temps, ça a été central. Et aujourd'hui, je crois tu vois, ça a été, comme tu l'as dit, la marche qui m'a aidé à passer à autre chose. Il y a aussi, tu vois, j'ai pas mal de personnes, j'ai quelques amis coachs aussi qui me disent, bah Théo, c'est cool de mettre les gens en avant, mais in fine, ce serait pas mal que toi tu prennes ta place aussi. Et j'étais là, j'entends. Donc pendant longtemps, j'étais là, j'entends, mais pas encore. J'entends, mais pas encore. Donc là, il va prendre une place. Tu vois, c'est comme je parlais d'un chapitre que je tourne tout à l'heure, mais au final, c'est quasiment un livre que tu mets en fait sur ta bibliothèque, mais qui est pas rangé avec les autres. Tu vois, c'est celui où tu vois la première de couve, où t'en es fier. Donc je pense que il va prendre une place en mode ok, bravo d'avoir créé un truc, voilà, qui t'a permis de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, et maintenant que tu t'es rendu compte que c'était possible et que t'as reçu des gens qui te disaient que ouais, c'était possible, bah vas-y maintenant, toi c'est quoi ton rêve, vers quoi tu vas, et puis après je garde ce lien avec la voix parce que je l'adore quoi, c'est-à-dire que je vais reprendre un petit peu la radio de temps en temps parce que j'ai fait j'avais été recruté par France Bleu en début d'année, j'ai juste fait la tournée d'été, j'ai rien fait depuis, donc je vais faire quelques matinales week-end quand même, histoire de remettre un pied dedans. Je vais continuer d'animer d'autres podcasts pour d'autres. J'espère, et merci encore pour ton invitation, à pouvoir aussi partager ce que je peux partager, si ça peut être utile à d'autres, dans d'autres podcasts. Et voilà, et je garderai en tête que c'est grâce à ça que tout a commencé. Merci Théo d'être venu sur Antipop. Merci à toi, merci beaucoup Anne-Claire. Alors, il était comment cet épisode ? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation ? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez la plein d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite.